Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Tu es de l'autre côté de cette porte. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois un environnement très froid, un peu métallique, et c'est comme si c'était un laboratoire scientifique. D'accord, très très bien. Observe tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? J'ai l'impression que c'est comme des chaussons de chirurgien, tu sais. Je vois. Et tes vêtements sont aussi des vêtements de chirurgien? Mais de scientifique en tout cas, je dirais. Mmh. C'est ce que tu es, un scientifique? Oui, As-tu l'impression d'être un homme ou une femme? un homme, Un homme. Et tu te donnerais quel âge environ? une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Est-ce que tu sens que tu es en train de travailler dans ce laboratoire? Oui, Ouais. Et dans quelles conditions est-ce que tu travailles? Dans quel état d'esprit, je veux dire? le mot c'est robotique. Robotique. OK. Qu'est-ce qui te donne ce genre d'état d'esprit à exécuter des tâches, d'une manière un peu automatique? C'est comme une mission, mais dans le sens scientifique. Mmh. Ouais. OK. Concentre-toi sur cette mission. Quelle est cette mission qui t'a été donnée ou que tu t'es donnée? Alors, je me la suis pas donnée moi, Mmh. j'ai comme des supérieurs hiérarchiques, Mmh. et ça parle de génétique, on dirait. Mmh. De génétique. Tu sens que tu te l'es pas donnée toi-même, cette mission, que ce sont des supérieurs qui te l'ont donnée? Est-ce que tu sens que c'est OK pour toi, cette mission sur la génétique? Oui, Ouais, OK. je me pose pas cette question. Tu te poses pas cette question. Très bien. Bien. Quand tu n'es pas dans ce laboratoire, où est-ce que tu te trouves? J'aimerais que tu ailles devant ce qui pourrait être ton lieu de vie. À quoi ça ressemble, ce lieu de vie? Alors déjà, je passe le plus clair de mon temps à travailler. OK. D'accord. J'ai pas trop d'espace pour moi, Oui. j'ai pas trop de temps pour moi. Mmh. D'accord. Est-ce que ça te convient? C'est comme ça. C'est comme ça. Comme si ça aussi, tu ne te posais pas la question? Oui, Mmh. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as quelqu'un dans ta vie, une femme, un homme ou des enfants? oui, c'est comme s'ils étaient loin, Mmh. comme si j'avais dû m'éloigner d'eux. Mmh. C'était c'était compris dans la mission. C'était compris. Donc, là où tu travailles, c'est relativement éloigné de lieux où vit ta vie de famille? Oui, OK, et ça aussi, tu sens que c'est OK, que tu te poses pas la question ou tu sens qu'il y a un petit quelque chose à cet éloignement? non, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose, hein. Qu'est-ce qui est ressenti par rapport à ça? Mais des fois, il y a des doutes, Mmh. de se demander si ça vaut vraiment la peine de faire tous ces sacrifices. Mmh mh. Et oui, et oui, je comprends qu'on puisse se poser la question.
Si ça vaut la peine, si on est éloigné des siens, éloigné de sa femme et de ses enfants. OK, très bien. C'est pour ça qu'ils nous gardent au maximum dans le laboratoire, pour pas qu'on soit tout seul à réfléchir et à nous connecter à ces doutes et à ces pensées. Mmh. C'est ça. Ils préfèrent éviter que vous ayez ce genre de pérégrination mentale. Oui. Mmh. Est-ce que ça te fait penser à une époque en particulier? Euh, c'est bizarre, mais ce serait peut-être par rapport à 39-45. J'ai Mmh. l'impression que c'est lié au pays de l'Allemagne, quelque chose Mmh. comme ça. Mmh. Est-ce que comme si tu étais allemand et que tu faisais ces expériences scientifiques? Mm. Oui, parce Mmh. qu'il y a je sens une rigueur, quelque chose de très discipliné, très Mmh. froid, D'accord. militaire un peu. Un peu militaire. Mmh. Et reste concentré sur ma voix, hein, même s'il y a des avions de chasse ou je ne sais quoi qui passent. Ça vient juste confirmer l'aspect peut-être militaire. Hem, si, ces expérimentations sur la génétique, est-ce que vous avez des cobayes humains ou non humains ou est-ce que c'est sur des cellules? Sur quoi est-ce que tu fais ces expérimentations, sur la génétique? Sur les cellules, mais il y a des cobayes humains aussi. Sur les cellules et les cobayes humains. D'accord. Et ça, est-ce que tu te poses pas de questions non plus ou est-ce que tu sens qu'il y a, une question ou en tout cas quelque chose qui se dit, qui se raconte à ce sujet sur le cobaye humain? En fait, nous, on veut faire avancer la science Ouais, et on se dit qu'il faut passer par là. ouais. Donc c'est quelque chose qui, pour toi, va dans le bon sens parce que ça va dans le sens de la science? Oui, mais j'ai toujours, faut pas trop que je réfléchisse, hein. Mmh. Mais ils nous donnent des choses pour pas qu'on réfléchisse aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par «il nous donne des choses»? Il y a quelque chose peut-être qu'on absorbe, je n'arrive pas à savoir exactement, OK. qui, ouais, au lieu de, ça nous coupe de notre cœur en fait. Mmh. OK, d'accord. Et c'est OK ça pour toi? D'absorber ce qu'il vous donne pour vous couper de votre cœur? Ben, comme on veut faire avancer la science, on sait qu'on ne peut pas le faire si on est dans l'émotion. Mmh. D'accord. OK. Ouais. Oui, donc tu trouves une raison en tout cas au fait de prendre Mm. cette médicamentation. On est conditionné pour ça. Vous êtes conditionné pour ça. OK, très bien. Bien, alors maintenant quitte cette scène, reste dans cette vie que nous sommes en train d'explorer et va à un autre moment important de la vie de cet homme. Qu'est-ce qui se passe d'important dans sa vie? À un moment donné, je tombe malade. D'accord. Ouais. C'est quoi comme maladie? Tu sens que ça touche quelle partie, physique? Le foie Mmh. OK. et le cœur aussi en fait. C'est c'est une pathologie qui est pas, comment dire, qui est pas connue, qui est pas identifiée à l'époque. Mmh. Ouais. D'accord. C'est ouais, ça parle de cancer, Ça parle de cancer, hein. mais à l'époque, c'était pas
courant, en fait. Hmm. Je sais qu'à ton niveau, tu peux avoir cette information qui n'était peut-être pas connue à l'époque, mais quelle est l'origine de ce cancer? Qu'est-ce qui a provoqué ce cancer du foie, du cœur? C'est la déconnexion au cœur. C'est ça. Hmm. La déconnexion au cœur. D'accord. Comment c'est vécu à ce moment-là? Si on se reconnecte à ce qui était à ce moment-là, comment tu le vis? Moi, je suis déçue Déçu? parce que je voulais faire avancer la science. D'accord. C'est comme si j'avais échoué ma mission. Hmm. Il y a une partie de moi qui sait que je me suis sauvée, en fait, Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par «je me suis sauvée»? parce que cette maladie m'a permis de sortir de ce laboratoire et de ne pas participer à ce qui a été fait par la Mhm. suite. Et surtout, elle m'a permis de retrouver l'essentiel, c'est ma famille, mes enfants. Hmm. Qu'est-ce que tu entends par ça m'a permis de ne pas participer à ce qui s'est passé ensuite? Cette manipulation génétique Hmm. D'accord. Elle a eu quelles conséquences, cette manipulation génétique? dramatique. Dramatique. D'accord. Ok. Dramatique pour l'être humain, j'imagine. Oui, Ouais. Ok. sur des générations, en fait. Sur des Moi, je générations. croyais que, moi, je croyais que j'étais au service de la science pour la faire avancer, mais en fait, ça a été terrible comme conséquence Hmm. sur l'humanité. Hmm. Eh oui. Et ça a eu quelles conséquences, ces manipulations génétiques sur toutes ces générations? Ça parle de peur, de manipulation pour mettre les populations dans la peur et les Hmm. manipuler à travers la peur. Comme s'il y avait ce qui avait été modifié génétiquement favorisait, cette peur, favorisait une manipulation par la peur. Oui. Mmh. D'accord. Et en quoi c'était mieux pour ces commanditaires, de ces manipulations génétiques de générer la peur? La manipulation, c'est comme si c'était un esclavage. Mmh. D'accord. Ouais. Et ces commanditaires, qui étaient-ce? Il y a de l'armée, il y a du militaire, mais ces militaires eux-mêmes étaient manipulés. Mmh. Manipulés par qui? En fait, ils pensaient faire alliance. En fait, ils ont été aussi autant manipulés que moi, manipulés par des énergies, ouais, Des énergies? ouais, qui prenaient des formes plus ou moins humaines. Ce qu'on appellerait, d'une manière conventionnelle, ces énergies de l'ombre un peu? Oui, de la peur. En fait, eux, ils savent la puissance de la peur. Mmh.
C'est-à-dire, quelle est la puissance de la peur? l'esclavage. L'esclavage. Donc quelque chose Réduire qui... les humains Ouais. à l'état d'esclaves, Mmh. de victimes. Mmh. D'accord. OK. OK, OK. Et toi, donc tu échappes à ça, finalement avec cette maladie, en revenant auprès de ta famille. Qu'est-ce que tu ressens quand tu reviens auprès de ta famille? Mais il y a de la culpabilité, D'accord. mais il y a aussi quelque part du soulagement. Mmh. Je suis D'accord. tiraillée entre les deux, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ressens de la culpabilité? La culpabilité de ne pas avoir... Parce que j'ai l'impression que j'étais là pour ça, en fait. Que Mmh. c'était ma mission de vie. Mmh. D'accord. Et du coup, j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie, enfin de ma mission de vie. Mais Mmh. il y a une partie de moi qui sait que au contraire, je me suis sauvée, je me suis réalignée à, à qui j'étais. J'ai réussi à comme m'extirper d'un piège, en fait, Eh oui. Mmh. grâce à la maladie. Et Cette maladie, elle sert un peu à ça. elle sert à ça, hein, à te donner l'opportunité de te réaligner avec qui tu es. Ouais. Ouais. Et c'est comment tu définirais qui tu es? Je suis c'est drôle parce que là, je vois, je suis un père, c'est important. L'amour, en fait, l'amour. Mmh. Tu es Le amour, hein. lien, le lien avec les autres, mais pas que la famille, le lien avec tout le monde. C'est terrible parce que les cobayes humains, je les considérais comme des non-humains, comme des objets, en fait. On nous OK. avait conditionnés à les considérer comme des objets, en nous disant qu'ils étaient différents de nous, en nous montrant toutes les particularités physiques qui faisaient qu'ils étaient différents de nous. Et nous, on y croyait. Et là, c'est très émouvant parce que en m'extirpant de ce piège, je me rends compte que qu'il n'y a pas de différence. Eh oui. Aucune. Et quand tu te reconnectes à l'amour que tu es finalement, quand tu remets du lien avec tout le monde et pas seulement ta famille, mais même les autres, comment c'est pour toi de réaliser ça? De réaliser qu'en réalité, il y a aucune différence entre, toi, ta famille et les cobayes que tu avais, par exemple? Il y a beaucoup de culpabilité d'avoir pensé ça, Mmh mh. d'avoir cru à cette histoire. Mmh. C'est très compliqué. Et oui. Il me faut beaucoup, beaucoup d'amour, ouais, pour guérir cette culpabilité. Mmh. Et du coup, je me mets au service des autres. Ouais. OK. Et Comment tu mets au service? en fait, je deviens médecin, mais pour soigner le cancer, Mmh. parce que j'ai compris que c'était l'émotion de peur qui à la fois crée cette maladie, mais cette maladie, elle est là pour extirper de du piège de la peur. Comme un signal fort en fait, hein? Ouais, Mmh. Et oui, c'est ça. ouais.
Et c'est la séparation, en fait. C'est le piège de croire qu'il y a une séparation. Il n'y a pas de séparation. Tu évoques quel type de séparation là quand tu me parles c'est le piège de croire à la séparation des genres, c'est ça, des êtres? De croire qu'on est séparés, qu'on est différents, qu'on est... En fait, on est dans l'unité, mais on fait tout pour nous faire oublier ça. On fait tout pour nous faire oublier qu'on est tous comme une seule énergie. C'est ça, cette séparation-là, la séparation originelle, hein. Ouais. Eh oui. Quand tu réalises tout ça, quand tu reviens à qui tu es vraiment, à t'extirper de cette peur, à te remettre en lien et à même à servir les autres, comment ça évolue pour toi cette maladie? Et cette maladie, c'était juste... je comprends que c'est très lié à l'émotionnel. Ouais. Et du coup, je fais des recherches sur ce qui empoisonne les cellules, comment les émotions, en tout cas la peur, c'est la peur, peut empoisonner les cellules. Mmh. Ouais. Eh oui. Eh oui. Est-ce que tu sens que, si tu condenses un peu le temps, est-ce que tu sens que ces recherches mènent à une vérification scientifique, justement? En fait, ce que j'ai compris aussi quand quand je suis sortie de ce laboratoire, de ce piège, c'est qu'il faut surtout pas faire ça au grand jour, quoi. Mmh. Ok, pourquoi c'est important de ne surtout pas faire ça au grand jour? Parce que sinon, il t'arrête. Ah oui, d'accord. Mais ils ont des façons de procéder, de manipuler, de... sont Mmh. forts. Eh oui. Et tu arrives à faire ça d'une manière discrète, du coup, si je comprends bien? Oui, en fait, je fais mes recherches chez moi, mais j'ai comme une couverture, entre guillemets. Mmh. Je suis médecin généraliste, mais dans mes consultations, en fait, quand je vois arriver des personnes qui sont malades, en fait, je suis pas généraliste. Je m'occupe du cancer, mais j'ai deux facettes. C'est comme si j'avais une couverture pour pas me faire, pour pas qu'on me dénonce, en fait. Ah. Je fais des recherches dans le laboratoire sur la, la, les conséquences de la peur sur les cellules. Mmh. Et quand je reçois les patients qui sont malades du cancer, je, c'est comme si j'envoyais de l'énergie d'amour. Mmh. Parce que je sais que c'est ça aussi qui guérit cette maladie. Eh oui. Et du coup, même dans la façon de parler, ouais, j'essaie puis je crée une équipe autour de moi, toujours très discrète, mais qui est dans cette énergie, pour faire très attention aux mots, pour faire très attention à tout ce qui peut être lié à l'énergie de peur, comme, comme si on les enveloppait d'une couche protectrice, d'une bulle protectrice d'amour. C'est malade. Oui, c'est ça, ça. Finalement, c'est comme si tu crées une médecine très humaine qui va pas seulement Ouais, traiter la maladie, mais d'une manière beaucoup plus holistique, hein, ouais, qui est intégrative presque, qui prend en compte justement tous les aspects de la maladie. ouais. Mais Mmh. ça, c'est très nouveau, donc
on le fait très, très discrètement pour Et oui, pas. j'imagine bien. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça change pour toi, du coup, cette vie-là, cette nouvelle vie-là hein, que tu te crées est-ce que ça change quelque chose en lien avec ta famille, avec tes proches, ta vie privée? Oui, ça change que en fait, ma famille, elle me voyait comme quelqu'un de très dur, très égoïste, très, coupé en fait de mon cœur. Parce que je m'éloignais pour, accomplir ma mission. Et là, elle m'a vu dans ma fragilité quand j'étais malade Mhm. et elle a vu le changement dans parce que ça s'est pas fait rapidement, ça a été assez long, mais elle a vu l'évolution Mhm. et surtout mes enfants, heu, c'est comme si je passais le relais. J'ai pas besoin de leur dire quoi que ce soit, je les inspire en fait. Mhm. Juste par l'observation, ce qu'ils voient de toi. Oui, oui. Mais eux, ils voient pas ce que je fais pour les malades, ils voient Ouais. juste le changement Qui est, ouais. à la maison. Mmh. Mhm. Merveille. Bien, Parce que très je veux bien. pas les impliquer. Et oui, au cas où. Mmh. Mhm. Bien sûr. Tu les protèges aussi. Oui, je les protège. D'accord. Quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cet homme. Qu'est-ce qui se passe ensuite d'important? Je vois ma fille avec qui j'ai un lien particulier. D'accord. C'est comme si elle laissait une trace écrite. De ce que toi, tu as commencé à mettre en place? Mais en tout cas, du changement qu'elle a vu par Mmh. rapport à la maladie, de ma guérison. Et c'est comme si depuis petite, elle écrivait comme un journal de bord OK. et elle publie ouais, pour montrer que on peut guérir d'une Mmh. maladie qui, a priori, à l'époque, était très inconnue. Donc, Mmh. Et oui. Ce lien, particulier, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est une sorte de lien d'âme? oui, Ouais. c'est un Est-ce lien d'âme. oui, Ouais. ouais. Est-ce que Valérie, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui, elle a cette âme dans sa vie actuelle? Oui, D'accord. Qui est-ce pour elle? c'est un de ses enfants. Il y a une histoire de transmission. Mmh. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu sens que du coup, cet enfant, transmet quelque chose à l'écrit? Heu, comment c'est pour toi? C'est très émouvant parce que en fait, elle me montre ce qu'elle a écrit au moment où je vais quitter la terre. Et Mmh. moi, mon regret avant de partir, c'était de ne pas avoir laissé de traces. Et j'avais tellement peur de finalement, j'étais dans la peur aussi qu'il m'arrête sur mon chemin, que ma famille soit en danger. Donc j'ai pas laissé de traces et j'avais ce regret. Et en fait, sur mon lit, avant de quitter le corps physique, elle me montre son journal de bord. Et c'est très, très émouvant pour moi. Mmh. Comme si ça venait apaiser un peu ce regret-là en toi. Ouais.
Et oui. Quand tu dis, elle te montre ça sur ton lit de mort, est-ce que tu sens que tu meurs de maladie, de vieillesse? C'est comment pour toi le dernier jour de cette vie incarnée? De vieillesse. Je De suis vie. très vieux. Oui, Tu es très vieux, hein. oui, très sage. Très sage. Mmh. D'accord. Une sagesse qui est importante. Il y a de la sagesse. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que ta fille à tes côtés? Il y a une femme, Mmh. et j'ai l'impression que c'est une deuxième compagne. C'est pas la mère de ma fille. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une deuxième compagne dans ta vie? Et ça correspondait en fait à mon évolution, passer de la peur au cœur. Et ma deuxième compagne, elle correspond à ce que je suis vraiment, à ce que je suis. La première était militaire comme moi et elle a accepté la mission parce que voilà, elle était dans les mêmes conditions de vie. Mmh. Et oui. Et Comme si la vie elle avait fait en sorte de réajuster même ça, oui, ouais, oui, cet alignement au niveau du cœur, de la vie amoureuse. oui. Mmh. D'accord. C'est quoi ton état d'esprit au dernier jour de ta vie? Il y a une sorte d'accomplissement, de prise de conscience aussi de l'énergie, enfin, des conséquences de la peur, Mmh. l'énergie de peur, du mental aussi, Mmh. comme si j'avais une vue d'ensemble. En fait. Et oui, Dans cette vie, j'avais une vue d'ensemble. d'accord. J'ai expérimenté les deux. OK. Et dans une autre, dans celle de Valérie, c'est un peu la même chose. Une vie d'ensemble? D'abord expérimenter la peur Mmh. et évoluer vers le cœur, l'amour. Mmh. D'accord. C'est ça, du coup, qui a été expérimenté dans cette autre vie. C'était le fait d'expérimenter la peur pour évoluer vers l'amour. Oui, Ouais, c'est le chemin de toutes les vies. c'est le chemin de toutes les vies. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle vous reconnectez Valérie à cette vie, pour qu'elle prenne pleinement conscience de ce chemin-là. Oui, oui, pour lui montrer la vue d'ensemble. Parce que parfois, dans la vie, on a tendance à ne voir qu'un aspect. Et quand on voit la vue d'ensemble, on se dit que le chemin n'est parcouru que lorsqu'on est à la fin de la vie du corps physique. On ne peut pas avoir euh, en fait, à la fois, c'est lui montrer, prendre conscience qu'en fait, euh, le chemin, c'est toujours celui qui mène de la peur à l'amour, quels que soient les contextes, quelles que soient les situations.
Mm. Eh oui. C'est comme pour la rassurer. Comme si c'était normal en quelque sorte à certaines périodes charnières de notre vie d'avoir l'impression que c'est un peu chaotique, qu'on n'a pas toutes les infos parce que justement la vue d'ensemble finalement elle n'arrive qu'en fin de vie. Oui, Mm. D'accord. c'est c'est parce que si on donne la vue d'ensemble dès le départ, Oui. on va avoir tendance à vouloir euh, sauter les étapes. Or, ce sont les étapes qui font partie du chemin. C'est ces étapes-là qui amènent à la sagesse. Oui, et il y a une énergie de sagesse chez Valérie. D'accord. Euh, comment, et on va ensuite rentrer dans le particulier de ces questions, mais pour rester pour l'instant d'une manière encore générale, comment on peut, quand on est dans cet entre-deux là, où on sent que voilà, on veut se débarrasser un peu de l'ancien monde, qui est un monde de peur, de mental, de doute, et qu'en même temps on se sent appelé vers plus de lumière, euh, comment on peut aborder ces étapes que vous évoquez avec le plus de sérénité? En essayant de ne pas porter de jugement sur ce qui vous arrive. Puisque tout fait partie d'un plan plus grand, d'ensemble, du chemin, alors il n'y a que le mental pour juger si l'expérience est bonne ou mauvaise. Et oui, personne d'autre ne juge parce que ça s'insère dans un plan qui n'est même pas visible tant qu'on est incarné, si je comprends bien. C'est ça. C'est pour ça qu'on a montré cette vie où, a priori, ce qu'a vécu le scientifique était terrible, Oui, mais c'est ça qui lui a permis de faire des choses magnifiques par la suite. et oui, c'est ça. Une expérience, elle ne peut être jugée comme... en fait, l'expérience, elle n'est jamais négative, puisqu'elle fait partie du chemin. Et oui. Et c'est intéressant cette vie qui a été explorée car il y a vraiment, j'ai la sensation il est lui-même bourreau par rapport à ses cobayes en actant une différence qui en fait il réalisera plus tard n'existe pas, mais victime également lui-même de la manipulation de sa hiérarchie, elle-même victime d'énergie plus lourde, victime de cette maladie, et on se rend compte que finalement ça reste que des points de vue en fait, des points de vue que l'on classifie de bon ou de mauvais, alors que ça amène quelque chose finalement de merveilleux à la fin. C'est ça, elle devient créateur, en fait. Passe de victime à créateur. Et oui, et de bourreau à créateur. Il alchimise cette épreuve très difficile, qui est aussi la maladie, la peur de mourir, etc. Il l'alchimise pour en faire quelque chose de magnifique au service de l'humanité. Et oui. Et oui, tout à fait. Et ça aussi, c'est le chemin, c'est-à-dire de passer de victime de ma vie à créateur ou créatrice de ma vie. Si on considère qu'il y a des épreuves qui sont là pour nous faire du mal, pour nous empêcher d'avancer, on se met dans un statut de victime. Mmh. C'est pas anodin, évidemment, ce n'est jamais anodin ce qui a été montré. Valérie elle-même est dans un parcours professionnel médical.
elle est aide-soignante à l'hôpital, dans un service de réanimation. Elle voit aussi des choses pas faciles, hein, forcément. C'est pas. Alors il y a de jolies histoires, mais il y a aussi des histoires très difficiles à vivre. Et en même temps, elle se sent appelée justement à accompagner différemment par des soins énergétiques, la géobiologie, le feng shui, et puis peut-être aussi elle songe à l'hypnose transpersonnelle. En tout cas, elle songe à soit une reconversion, soit peut-être à essayer de faire entrer ça tout doucement à l'hôpital, parce qu'elle sent quand même que l'hôpital s'ouvre un peu aux pratiques alternatives. Ma première question, c'est peut-être quelle est la raison pour laquelle elle a commencé, alors c'est pas son premier métier non plus, mais l'un des plus importants de sa vie en tout cas, et un choix qu'elle a fait elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'elle est rentrée par cette porte médicale dans cette vie actuelle? Parce que ça touche à la fois au corps et à l'âme. D'accord. C'est mettre de l'âme. En fait, quand on était dans ce laboratoire, on lui a montré ce laboratoire, c'était uniquement les corps Mmh. considérés comme objets sans âme. Mmh. C'était la médecine d'avant. Mmh. Et l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus d'âmes qui s'incarnent pour mettre de l'âme dans, dans des domaines où avant il n'y en avait pas ou peu, et notamment la médecine. Et oui, c'est ça. Donc dans le prendre soin, pas seulement du corps, mais également des états émotionnels, des états d'âme, j'ai envie de dire, de ses patients. C'est ça, parce qu'en tant qu'aide-soignante, peut-être qu'elle n'en a pas conscience, pas tout à fait, mais elle a aidé énormément d'âmes sur le plan énergétique. Mmh. D'accord. Elle a une énergie de sagesse qui, comment dire, c'est comme si elle avait en elle ce plan Oui. qu'on a montré, là, le plan supérieur, on va dire. Mmh. Le plan Qui est de basique. revenir à sa sagesse. Mmh. Oui. Et au cœur aussi, et énergétiquement, dans ses mots, dans sa façon d'être, elle transmettait quelque chose de l'ordre de, euh, comme un passage pour les personnes qui sont passées de l'autre côté, on va dire, de Oui. sécurité, Mmh. comme, ouais, elle envoyait de l'énergie d'amour pour rassurer, pour, oui, comme une passeuse d'âme quelque part. D'accord. Mais elle le fait d'une manière complètement inconsciente alors, ce passage C'est dans son énergétique. énergie. C'est dans son énergie. Et là, elle est sur la transition. C'est-à-dire que souvent, les âmes qui s'incarnent comme ça, avec cette sagesse et cette conscience, euh, vont exercer des métiers où elles ne vont pas maîtriser cette énergie. Ça va être quelque chose de naturel, entre guillemets. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font dans l'énergie. Et là, elle est dans une transition où elle va pouvoir, entre guillemets, mettre de la conscience sur cette capacité énergétique. Mmh. Alors c'est ça qui est drôle parce que, comme elle me disait, elle s'est sentie appelée, hein, et du coup on voit bien que ça fait partie du plan d'être appelée par justement ses capacités énergétiques. Et en même temps, elle n'a pas l'impression de ressentir, par exemple, de la chaleur ou quoi que ce soit. Elle suit le protocole, elle sent que des fois il se passe des choses, mais elle n'a pas conscience de ça, et on lui dit justement, et on lui dit parce qu'il faut ouvrir le cœur. Or, vous avez parlé justement de revenir à ce cœur, de revenir à cette sagesse. Qu'est-ce qui fait qu'elle a sensation aujourd'hui d'un blocage
soit par rapport à l'ouverture du cœur, soit par rapport au fait de ressentir ce qu'elle fait en conscience? Alors, chaque personne a une signature énergétique. Ouais. Et ce qui peut bloquer la l'utilisation de Mmh. cette signature énergétique, c'est de mettre du mental. C'est de dire si je ne ressens pas ça, alors tatata. Mais en fait, sa vibration, c'est la sagesse. Et l'ouverture du cœur, elle se fait sans qu'elle ait quoi que ce soit. En fait, l'ouverture du cœur, elle est là. Elle est là dans le don qu'elle a fait, dans le service qu'elle a apporté aux personnes dont elle a pris soin. Et c'est très bien qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'elle est, quelque part. Euh, c'est pas que c'est pas dans le faire, c'est pas dans les mains qui chauffent, etc. C'est dans la présence qu'elle a apportée à ces personnes. Vous vous souvenez, on a montré que ce médecin, il choisissait ses mots, il, Oui. euh, il entourait les gens dans Mmh. une bulle d'amour. Ben, c'est ce qu'elle faisait, Mmh. c'est ce qu'elle fait dans son métier. Mmh. Et là, elle est dans une période de transition. C'est-à-dire qu'en réalité, si elle reste aide-soignante, elle fait des soins énergétiques, elle accompagne, elle est dans, elle est déjà. Mmh. Après, elle peut choisir de donner une forme différente, Mmh. à savoir devenir guérisseuse énergétique, devenir praticienne, etc. Mais ce Mmh. sera qu'une question de forme. L'énergie, Et elle est déjà là. et oui, donc si je résume, en fait, le cœur, on lui dit ça vient du cœur, mais en réalité, elle est déjà, puisqu'elle est déjà dans cette présence à l'autre, et c'est ça la connexion au cœur, c'est ça la sagesse, hein, c'est vraiment cette présence-là. Et Ça, elle peut faire le choix de rester à l'hôpital ou de faire cette reconversion. Dans tous les cas, elle fait déjà ce pourquoi elle est destinée à faire. exactement. Mm. Quelqu'un qui se destine à prendre soin des autres, Mm. à consacrer du temps, à, voilà, à être à l'écoute, à être est déjà dans le cœur. Et c'est Yeah. le mental qui raconte des histoires. Il n'y a pas d'histoire. Elle est déjà dans la présence du cœur. Et dans cette sagesse qui apporte énormément, énormément. Peut-être que même dans son corps, elle peut sentir euh, que c'est déjà ouvert en fait. Qu'elle Mm. se rappelle des regards qu'elle a échangés avec les personnes, des mots, des gestes, etc. C'est ça en fait. C'est que ça. Donc elle n'a rien à faire pour développer ses capacités, c'est déjà là. Se faire confiance. Mm. Se dire que c'est ce qu'elle a fait, c'est déjà, c'est déjà, elle a rien à faire de plus. Après, si elle veut donner une forme différente, elle peut donner une forme différente. Mais ce qu'elle fait, c'est déjà tellement beau. Mm. Eh oui. Alors vous avez dit Et quelque chose. avoir, il y a quelque chose aussi dont on voudrait qu'elle prenne conscience. C'est que elle peut avoir elle peut se remercier, avoir beaucoup de gratitude pour l'être qu'elle est. Parce que c'est comme si elle s'apercevait pas de ce qu'elle fait, en fait. Elle a pas, elle a pas conscience de tout ce qu'elle a apporté à ces gens, à ces personnes. Et on voudrait lui apporter, lui faire ressentir comme si toutes ces personnes se mettaient autour d'elle et lui disaient un grand merci du fond du cœur. Les personnes qui sont encore là et les personnes
sur d'autres plans, sont tout autour d'elle et l'enveloppe de leur amour. C'est qu'elle ressente cet amour qu'elle a donné et qu'elle va recevoir de ces personnes-là, comme si il y avait un grand élan d'amour, un grand cercle d'amour autour d'elle. C'est vraiment très beau, je suis très touchée par cette énergie d'amour. Et Valérie aussi. Qu'elle le ressente au plus profond d'elle-même, qu'elle ressente cette gratitude. Un grand merci, Valérie, grand merci. Non pas pour tout ce que tu fais, mais pour tout ce que tu es. Et ce que tu es, c'est suffisant. Tu donnes tellement, tu es tellement. Il y a vraiment un grand élan d'amour là autour d'elle. Voilà, Merci. dans Merci cet à Cécile. espace qu'elle ressente que dans cet espace d'amour puissant, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune question. C'est juste la présence qu'elle est et qui suffit en fait. Je suis vraiment touchée et ravie de ce point qui est essentiel parce que vous avez évoqué quelque chose de très juste, c'est ce besoin de se faire confiance. Or, elle manque terriblement de confiance en elle. Ça lui vient d'où ce manque de confiance? Alors, comme on a montré lors de la première vie, chaque étape du chemin est importante. Et si elle n'avait pas eu ce manque de confiance, elle n'aurait pas eu l'élan de se tourner vers les autres pour quelque part se rassurer en se disant qu'elle est utile, qu'elle est aimable, qu'elle est... Voilà. Donc il y a eu des blessures dans le passé, dans l'enfance, dans des blessures émotionnelles qui ont créé ce manque de confiance. Mais ce manque de confiance, elle l'a, comme on disait tout à l'heure, alchimisé. Elle en a fait quelque chose de magnifique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que le mental va avoir tendance à s'accrocher aux blessures. Mais la blessure est un trésor. Quand on l'alchimise comme elle le fait. Et c'est le trésor qu'il faut qu'elle retienne. Pas la blessure. C'est ça. Il y a... Alors, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est fait, que c'est déjà alchimisé. Est-ce qu'il y a cependant un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à ce manque de confiance qu'elle peut encore avoir l'impression de subir parfois? Alors en même temps, on est en train de faire un soin sur le chakra racine. Merci, merci pour elle. Oui, c'est important. L'ancrage. S'ancrer à la terre. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et ressentir son appui sur le sol. Sentir qu'on est toujours porté en toute sécurité par la terre. Il faut qu'elle fasse des exercices d'ancrage. C'est très important même pour la suite. D'accord. La respiration aussi, le souffle. Respirer correctement. Et savoir souffler de temps en temps. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, pour souffler. Parce que son métier lui demande beaucoup d'énergie. Il faut qu'elle apprenne à se ressourcer. La fontaine ne peut donner que l'eau qu'elle a. Voilà. Merci. Merci pour elle. On l'a vu, du coup, pas de sujet. Elle peut prendre finalement les soins, elle le fait déjà, elle va seulement les faire plus en conscience
Maintenant, donc reconversion ou continuer à l'hôpital, ça va être son choix. Est-ce que c'est OK pour elle? Elle se sent attirée par la formation hypnose transpersonnelle comme si ça allait compléter justement, les formations qu'elle avait déjà. Est-ce que c'est quelque chose qui serait juste pour elle? C'est juste dans la mesure où justement, elle n'essaie pas de compléter. Parce que compléter, ça veut dire ressentir un manque. Et le Ouais. manque, c'est le mental. Ah oui. C'est juste dans la mesure où c'est l'élan du cœur. C'est Mmh. quelque chose qui va la remplir et non pas la compléter. Ah oui, c'est ça. Donc c'est du plus à ce qui est déjà là et Oui, plein. oui. D'accord. OK. Comment vous définiriez son rôle dans cette incarnation? Son rôle, c'est... Qu'est-ce que vous entendez par rôle? Les gens vont appeler ça souvent mission de vie, la raison pour laquelle on s'incarne dans cette vie particulièrement, ce que l'on a à apporter. Euh, Ce qu'elle a à apporter, c'est cette énergie de sagesse. Mmh. C'est aussi euh, montrer que justement on peut alchimiser les blessures pour en faire quelque chose dans, dans l'accompagnement, dans l'aide aux autres, etc. Dans Mmh. le presque dans le don en fait. Mmh. OK. Et c'est et elle est dans sa mission en fait. Ouais, Si mission il y a. d'accord. Et On est et toujours son dans pr sa mission quand on est dans son cœur. oui, c'est ça. Et son principal défi, son principal apprentissage de cette vie? Ne pas écouter le mental qui parle d'histoires, qui s'accroche à des histoires du passé et qui s'accroche à des blessures. Se souvenir que la blessure n'est pas là pour blesser, mais pour être alchimisée Mmh. en trésor d'amour pour soi et pour les autres. Eh oui, c'est ça. OK. Alors sur un tout autre sujet, elle a commencé à s'intéresser à l'hypnose à l'hôpital avec de l'hypnose conversationnelle et quand elle a commencé à essayer de pratiquer sur elle, c'est une des raisons pour laquelle elle a pris un surrogate d'ailleurs, c'était une sensation oppressante dans la poitrine. Qu'est-ce que c'était, cette sensation oppressante quand elle a commencé à rentrer en hypnose? Alors c'était juste pour lui permettre de faire cette séance. D'accord. Et, euh, et il y a justement au niveau du plexus solaire, on est en train de faire un soin aussi. Oui. Il y a comme oui, un poids. OK. Il C'est le vient d'où? manque de confiance aussi, hein. Ah, d'accord. Manque de confiance en soi. OK. C'est comme si elle s'empêchait de... Oui, en fait, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire, pourquoi il y a le manque de confiance en soi? Pour trouver le trésor du rayonnement intérieur. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait de rayonner. Mmh. Comme se dire qu'on n'est pas assez, qu'il nous manque quelque chose. Se dire que on n'est peut-être pas, je sais pas, il y a plein de, c'est des histoires de mental en fait. Des histoires qui empêchent le rayonnement. Surtout se dire qu'on n'est pas assez, ça empêche le rayonnement. Parce que du coup, on court, c'est comme une course éperdue euh, après quelque chose qui n'existe pas en fait. C'est quoi ce pas assez? Qu'est-ce que Mmh. ça veut dire? Oui. Oui, c'est sans fin. On ne sera jamais assez si on se compare ou si C'est sans fin. C'est souvent lié à des blessures d'enfance. ouais. Mais maintenant, on est dans
des énergies où on va plus s'accrocher aux blessures d'enfance. On va être au contraire dans le trésor que Magie, recèlent toutes ces blessures. Ouais. c'est ça. Et Ok. justement, retrouver non pas les blessures d'enfance, mais le pouvoir de l'enfance. Cette capacité à être dans le présent, à être, voilà, à alchimiser tout ce qui est a priori du négatif, mais qui n'en est pas. Être dans la joie de la créativité, devenir des créateurs en fait, passer de victime à créateur. Et ça passe par le plexus solaire aussi. Donc on est en train de faire un soin sur le plexus solaire. Effectivement, il y a des poids, un poids. Ouais. Merci d'avance de la libérer de ses poids sur son plexus. Peut-être qu'elle peut déjà commencer à ressentir comme si une cage s'ouvrait, quelque chose dont elle avait la clé. La clé était sur la serrure. Et peut-être que si elle est d'accord, elle peut juste imaginer ou ressentir qu'elle ouvre. Et qu'il y a un espace qui se crée au niveau du plexus solaire. Quelque chose qui ouvre et qui permet de ressentir quelque chose de plus léger. Sentir comme la respiration peut être différente. Quand c'est plus léger, plus espacé. Et quand on s'autorise à se dire qu'on est juste comme il faut en fait. Et oui. Suffisamment assez. Une sagesse intérieure qu'elle va petit à petit reconnecter. Ne pas chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Et pour ça, il faut savoir ce qui est à l'intérieur. D'où l'importance de prendre du temps pour soi. Plus elle va prendre du temps pour elle, pour savoir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, plus elle va être rayonnante. En fait, ça va, tout ce qu'elle va trouver à l'intérieur, ça va pouvoir rayonner à l'extérieur. Donc prendre du temps pour aller chercher tout ce qu'elle a à l'intérieur. Être curieuse de découvrir tous ces trésors intérieurs. Et c'est tout simple, hein, c'est juste se poser dans le silence. Oser être dans le silence. Ouais. Vraiment important de prendre du temps pour soi. Et avec soi. Merci. Je voudrais profiter, vu qu'on est dans les soins, pour parler de sa santé. Elle souffre, elle a des troubles de la circulation sanguine, mais également des hernies discales. Elle souffre de troubles du dos. Ça lui vient d'où, ça, ces deux troubles-là? Trouble de la circulation sanguine, c'est lié au stress, à une pression, notamment sur le plan professionnel.
D'accord. Et les hernies discales, c'est typique des personnes qui, qui sentent un chemin différent, qui vont avancer sur ce chemin, puis qui vont reculer, puis qui vont de nouveau avancer, puis qui vont reculer. Et c'est lié au passé, au fait de lâcher le passé, en fait. Pour pouvoir aller sur un nouveau chemin, il faut lâcher le passé. Lâcher tout ce qui est dans le dos. D'accord. Et il y a aussi l'idée de sacrifice. De sacrifice? Oui, de sacrifier. De se sacrifier? Oui, Mm. personne n'a à se sacrifier pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Mm. D'accord. Quel conseil vous donneriez du coup par rapport à ces maux de dos et à ces troubles de la coagulation sanguine? Coagulation sanguine, pardon. Euh, D'utiliser des moyens pour faire redescendre la pression, notamment par la respiration, l'ancrage, le silence intérieur. Trouver des espaces où il n'y a pas de pression en fait à l'intérieur de soi. Mm. Trouver ces espaces. Et l'idée c'est de passer du sacrifice au sacré. Mm. Comment on fait ça? L'idée c'est que se mettre au service des autres, c'est comme être un soleil. C'est-à-dire que le soleil, il s'éteint pas pour mieux rayonner pour les autres. L'idée, c'est un peu la fontaine qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que pour que la fontaine puisse couler, il faut qu'elle ait de l'eau. Il faut que Valérie, elle se remplisse, elle se nourrisse, qu'elle soit pleine pour pouvoir déborder. Non pas qu'elle donne ce qu'elle n'a pas à l'intérieur et qu'elle s'épuise. Donc cette notion de revenir à soi, hein, comme on l'a dit, des choses que pour elle. Oui, se nourrir pour après nourrir les autres et et être au service des autres. C'est ça. C'est là où on est dans le sacré, alors que sinon on est dans le sacrifice quand on donne ce que l'on a et qu'on n'a pas en trop, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a cependant un soin énergétique que vous voudriez faire concernant ces maux de dos et sa circulation sanguine? Le corps, c'est un messager. Oui. Lorsque le message est entendu, Oui. les symptômes s'atténuent puisque le message est passé. D'accord. Et c'est exactement l'idée des douleurs et des symptômes, c'est de dire des choses qu'on n'entend pas avec notre voix intérieure. Comme on n'a pas l'habitude de s'écouter, de se poser en silence et d'écouter les messages du cœur, alors c'est le corps qui prend le relais. D'accord. Donc là, l'idée, c'est le message est passé, mettre en application les conseils qui ont été donnés. Oui, et puis il y a l'idée aussi de s'auto-guérir, Ok. d'activer sa capacité d'auto-guérison. Elle sent qu'il y a quelque chose dans les soins énergétiques, D'accord. elle a de l'énergie. Oui. Ça va être l'occasion d'utiliser ses capacités
D'accord. sur elle-même. Ça va lui donner confiance en elle. Parce que quand elle va sentir le changement sur elle-même, ça va lui donner confiance. D'accord. Ok, C'est pour ça super. qu'on a montré le médecin qui s'auto-guérissait. Mm. Il a commencé par s'auto-guérir pour après se tourner vers les autres et activer en fait leur capacité d'auto-guérir. Et oui. Et c'est bien ce qu'on prône en hypnose transpersonnelle en plus. C'est vraiment le fait que les gens s'auto-guérissent. Merci. Merci pour ces conseils très précieux. Très, très précieux. Alors, dans cette période de transition qui arrive généralement en lot, il n'y a pas que sa vie professionnelle qui est en transition. Elle sent que son couple aussi. Elle est mariée, elle est avec cet homme depuis 16 ans. Et en même temps, c'est difficile en ce moment parce que il amène souvent du négatif à la maison quand elle essaye justement d'aller vers la lumière et d'alléger, d'alchimiser, de transmuter tout ça, sachant que toute son enfance a été déjà calquée sur ce schéma-là, c'est-à-dire on crée des histoires, des problèmes, des lourdeurs inutiles et elle a plus envie de ça aujourd'hui. Et en même temps, cependant, elle sent que c'est quelqu'un d'ouvert qui pourrait justement arriver à rentrer plus pleinement dans la lumière, mais qui a beaucoup de peur, beaucoup de casseroles, lui aussi. Quel conseil vous lui donneriez par rapport à son mari dans cette période un peu difficile pour eux du coup? Alors, il y a toujours deux chemins. En fait, l'histoire, c'est uniquement son histoire à elle. C'est comme si l'autre reflète sa part d'elle-même qui est dans la peur, qui est dans le doute, qui est dans le côté entre guillemets négatif. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle l'accepte comme une part d'elle-même, sans la rejeter, sans la juger, sans dire que ce n'est pas une part d'elle-même convenable, qui correspond à ces nouvelles énergies, etc. Ou est-ce qu'elle l'intègre? C'est-à-dire l'accepte tel qu'il est, sans jugement. Qu'est-ce qui fait le plus évoluer les gens? C'est de leur dire que euh, ils ne sont pas sur le bon chemin, ou c'est juste de les accepter, sachant qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer eux-mêmes. Dans la spiritualité, il y a souvent ce moment où la personne qui a accès à un autre niveau de conscience, à un niveau de conscience, va avoir l'impression que les autres, qui en apparence n'y ont pas accès, peuvent les plomber, ou les empêcher d'avancer, etc. Or, il peut s'avérer que ce ne sont que des apparences. À savoir que les personnes qui nous montrent ce qui en nous juge, ce qui en nous croit qu'on est séparé, ce qui en nous croit qu'on est différent, sont les personnes qui nous font le plus avancer. Donc, qui est le plus avancé des deux? Comme alors si je comprends bien, pour être sûre d'avoir saisi, finalement, ce qu'elle pensait être un boulet, en gros, si je schématise le côté ça me plombe alors que moi je veux aller à la lumière, c'est un enseignant parce que ça lui montre que justement le chemin c'est l'unité, qu'on n'est pas différent et que pour
aller vers cette unité, il y a cette notion de non-jugement, d'acceptation finalement de qui sont les autres là où ils en sont. C'est ça. Et dire ça me plombe, l'extérieur me plombe, alors que moi je veux aller dans la lumière, D'accord. c'est déjà comme se victimiser. Ouais. C'est l'extérieur qui fait que je ressens ça à l'intérieur, que je ne peux pas ressentir ça à l'intérieur. Ça, c'est de la division, la séparation. Quelque part, c'est de l'ego. Et toutes les personnes qui sont dans notre expérience sont nos maîtres, en fait. Sinon, ils ne seraient pas là. Oui. Et Alors, considérer que l'autre est notre maître pour nous faire avancer et que plus il nous fait voir des choses comment dire, qui nous chahutent intérieurement, plus en fait ils nous font avancer, c'est une vision différente. Alors, dans ce contexte-là, bien particulier de son conjoint avec Valérie, ça me fait le lien aussi avec finalement cet homme médecin que vous lui avez montré qui, en changeant, en devenant plus qui il est finalement, a changé son rapport également à sa famille, à son lien. Et j'entends que du coup, d'être aligné soi-même aussi, ça peut finalement, par l'exemple, changer son rapport familial. Les autres peuvent aussi prendre exemple, comme ça a été le cas. Et en même temps, et alors là, c'est pas du tout le cas de Valérie, mais ça m'interpelle ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qui se passe quand on sent, par exemple, qu'on n'est pas forcément dans le jugement d'une situation, mais que cette situation, elle devient maltraitante. Je parle par exemple de ces femmes qui peuvent être violentées et qui, du coup, n'ont pas forcément un jugement sur qui est l'autre, parce qu'elles peuvent comprendre très bien que c'est une partie d'elles-mêmes, mais qu'il y a un moment, elles se respectent suffisamment pour dire stop, en fait. Stop aussi à cette relation maltraitante. C'est ça, c'est que les femmes qui sont dans cette situation, elles, en fait, il y a une partie d'elles-mêmes qui les maltraite déjà. Et l'autre n'est que le reflet de cette partie d'elle-même qui est maltraitée. Des personnes qui se dévalorisent, des personnes qui s'humilient au quotidien avec leurs pensées négatives, leur jugement, leur auto-jugement, les pensées d'auto-sabotage, etc. D'accord. Et l'idée, c'est que l'extérieur renvoie quelque chose qui est déjà à l'intérieur. Et donc, avoir assez d'amour pour se sortir, pour soi, pour se sortir de ces situations, c'est ça le présent. Et oui, c'est ça. Mais là, c'est finalement, encore une fois, quelque chose de l'intérieur qui se reflète. Ouais, ok. Ok. Alors bon, je reviens du coup à la situation de Valérie, parce que comme je le disais, c'est pas du tout ce qu'elle vit, et j'entends le fait que finalement, elle est plus comme ce médecin à s'aligner à qui elle est, à sa lumière, voilà, pour finalement rayonner sur l'extérieur, et que du coup, son conjoint est peut-être un enseignant. Qui est-il d'ailleurs? Est-ce que, enfin, je veux dire, ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ont un lien d'âme? Il y a un lien d'âme. En fait, l'histoire de Valérie, c'est de aller au-delà des apparences, de comment dire, oui, de passer outre les apparences. D'accord. Et là, le lien d'âme, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est la deuxième compagne. Celle qui était plus alignée sur... On fait bien référence à la première vie, sa deuxième compagne. Oui, tout à fait. Ok. Et elle est dans cette situation-là. Oui. Ce qui est marrant, parce que c'est effectivement bien un deuxième conjoint. Voilà. Simplement, quand à l'intérieur, elle ne se jugera pas,
Quand à l'intérieur, elle ne sera plus divisée, quand à l'intérieur, elle ne sera plus séparée, alors l'extérieur évoluera. Ok, d'accord, super. C'était quoi le contrat entre ces deux hommes quand ils ont décidé de s'incarner ensemble en tant que couple? C'est de lui faire, son compagnon lui fait ressentir tout ce qui n'est pas ce qu'elle est vraiment. Mais l'objectif, c'est qu'une fois qu'elle saura qui elle est vraiment, qu'elle sera vraiment connectée à cette unité, à cette énergie d'amour, de sagesse, alors l'extérieur peut évoluer de façon très étonnante. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ou une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant son mari? Ce qu'elle ressent, qu'elle écoute sa petite voix, qu'elle se pose intérieurement dans le silence et qu'elle demande à son cœur, est-ce que cette relation est bonne pour moi? Et elle aura la réponse. Ça fait partie de son chemin aussi de se faire confiance, d'écouter cette petite voix intérieure. Parce qu'elle a déjà cette petite voix intérieure. Il y a du mental, forcément, mais elle l'a déjà. Et donc toute la période là qui va arriver, ça va être dans cette idée de je me pose et j'écoute ma petite voix et je lui fais confiance. Je fais confiance à mon cœur qui sait. Le Mmh. mental, lui, il raisonne, il est logique. Le cœur, il sait. D'accord, ok. Merci, merci beaucoup. Alors, parlons de ses enfants. Elle a 2 filles, une d'une première union et une autre qu'elle a eue avec son mari actuel. Ça va beaucoup mieux avec sa première fille parce que, bah, justement, son mari actuel était pas facile, avec elle, vu que son on va dire son métier, de policier, génère en lui une certaine sévérité. Maintenant, ça va. Elle a 22 ans, elle a quitté la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit savoir concernant sa fille aînée? Oui. Sa fille aînée, elle a expérimenté ce qu'elle a expérimenté, mais à un autre niveau, ce que Valérie a expérimenté dans sa première vie, dans son enfance. Ah, Le d'accord. côté difficile, enfin, discipline, euh, presque froideur, Mmh. rigidité, etc. Il y a une D'accord. histoire de transmission avec la fille aînée. Mmh. C'est pour ça qu'on a montré tout à l'heure la vie où la fille euh, retranscrivait en fait le parcours de. C'est comme Mmh. une inspiration en fait. D'accord. Donc c'était elle? C'était cette transmission-là que vous Oui, évoquiez? c'est Mmh. ça. Et l'évolution de Valérie va avoir va avoir des conséquences sur le parcours, le chemin de sa fille aînée. D'accord. Donc c'était normal finalement qu'elle vive ça parce qu'elle doit elle aussi voir le parcours? Oui, Mmh. elle, comme s'il y avait une facilitation, transmission, facilitation entre les deux. Mmh. D'accord, donc finalement Valérie en devenant encore une fois une source d'inspiration, c'est ça, facilite pour sa Oui, fille le chemin. oui, elle va inspirer quelque chose de facilitant. Oui. D'accord, ok. Et concernant sa fille, alors de 12 ans, elle, qui vit toujours avec elle, bien sûr, du coup, ça se passe très bien, elle a une très jolie relation. Bon, elle rentre tout doucement vers l'adolescence. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit savoir? Euh, peut y avoir un moment plus compliqué, Oui. euh,
comme une volonté de se désidentifier de, D'accord. de la maman, comme comme une période très douce et après quelque chose de un peu plus rebelle, mais qui va se calmer après. Il faut accepter comme un besoin d'être après avoir été dans on va dire la fusion, Mhm. une- euh, trouver sa propre identité. Mais ça va, après, ça va se- En fait, il y a l'idée vraiment chez Valérie d'accepter les gens tels qu'ils sont. Parce Mhm. que c'est l'idée de s'accepter elle-même. Oui, oui. D'accord. De pas chercher à changer, à modifier ou à accepter. Alors, elle s'est rendue compte que son mari actuel était pas seulement sévère avec sa fille, sa première fille, parce que c'était pas sa fille, il l'est aussi avec sa propre fille, et du coup, ça crée un peu des tensions. Vous avez un conseil à donner à Valérie concernant justement l'exigence, la sévérité que peut avoir son mari sur sa seconde fille, qui génère des tensions. La question est pourquoi elle a choisi un mari sévère, exigeant. À quoi ça correspond? À quel besoin ça correspond? Comme s'il y avait un bénéfice secondaire. C'est-à-dire, D'accord, en apparence, c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça lui apporte? Quel est le besoin qui est satisfait? d'accord. Est-ce que ça lui permet, elle, d'avoir un rôle plus doux, donc d'aller puiser de la douceur à l'intérieur d'elle-même pour l'apporter et compenser la rigidité? Hmm. Chercher le bénéfice secondaire, connaître le besoin qui est satisfait par cette situation en apparence difficile et être honnête avec soi-même. En quoi c'est important pour elle d'avoir un mari qui est rigide, qui est sévère. Si, alors j'entends qu'il y a une introspection à avoir hein, là sur ce coup-là, et en même temps, comment le fait d'obtenir cette réponse, de regarder la vérité en face, comment ça va aider sa fille dans les rapports, dans ses rapports compliqués avec le papa? Alors ça va surtout aider Valérie à, entre guillemets, ressentir que ce besoin n'étant plus d'actualité parce que lié à une blessure ou à une mémoire passée, euh, il faut qu'elle, comme si elle actualisait en fait son énergie. C'est-à-dire, euh, comment dire, si ce besoin disparaît, Oui, parce qu'en fait il n'y a plus de manque, il n'y a plus de vide, son énergie va changer. Et comme son énergie va changer, ça va avoir des répercussions sur son mari. Et donc des répercussions sur la relation qu'il a avec sa fille. C'est comme si actuellement, dans le couple, c'était les blessures du passé qui communiquaient. mmh. Blessure du mari, blessure de Valérie. Mmh. Donc des blessures qui s'entretiennent l'une l'autre. Oui. Si Valérie sort de ses blessures pour découvrir par exemple que c'est quelqu'un de très doux, de très attentionné, que elle accepte d'être cette personne-là, alors son mari, petit à petit, ça peut prendre du temps,
mais sortira lui également de ses blessures. En fait, la blessure de Valérie ne répondra plus à la blessure de son mari. Oui, Il c'est n'y aura ça. plus d'écho. Du coup, au fur et à mesure, comme elle va être dans la communication du cœur, de Mm. cœur à cœur, petit à petit, c'est comme si son mari allait faire tomber un peu son armure. D'accord. Il Ok. y a de la peur chez Valérie et de la peur chez son mari, Mm. Donc ça se nourrit quoi. c'est ça. Et si Valérie se connecte à l'amour, à son cœur, et communique avec son mari, avec son cœur, et non plus avec ses peurs, alors son mari, petit à petit, va en résonance communiquer avec son cœur. Mm. Ok. D'accord, très bien, merci. Son mari d'une précédente union a lui aussi 2 enfants, qu'elle estime être un peu manipulés par la maman. Donc du coup, c'est pas des relations très intimes et il les voit pas très, très souvent. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant les enfants de son mari? Euh, plus elle va être dans le cœur, plus son mari va s'autoriser aussi à l'être, mais c'est son chemin à lui aussi, et chacun a son chemin quelque part. Parce que c'est comme si il y avait une coupure pour Oui, les enfants, et donc comme s'ils ne reconnaissaient pas leur père comme leur père. d'accord. Et ça, c'est un travail pour lui, quoi. C'est C'est quelque son chose chemin, à quoi. faire de son côté. Ok. Et Valérie, c'est la source, la fontaine, celle qui, voilà, l'eau jaillit, l'énergie d'amour jaillit du cœur, et ça va changer. Ça change, euh, ça change des choses. C'est comme si ça fait écho, en fait, ça rayonne. Mm. Ok, ça marche. Bien, très bien. Dans cet état de conscience de Valérie, prendre conscience que tout part de l'intérieur, c'est un peu comme voir le plan général dont on lui a parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, la vue d'ensemble. Ok, d'accord. Oui, c'est important. Le côté, ça, c'est toujours un reflet de ce qui est à l'intérieur, Oui, pour nous faire avancer vers l'amour que nous sommes. oui, exactement. Et sa famille à elle, sa famille de naissance, un père très absent, dont elle a pas mal souffert hein, de l'absence, une mère qui lui a peut-être pas laissé sa place du coup en tant que père, et puis surtout très dominante, hein, qui contrôlait pas mal sa vie, ce qu'elle devait faire, etc. Et elle, deuxième parmi 4 enfants, une grande difficulté à trouver sa place. Quelle est la raison pour laquelle elle devait expérimenter ce, ce type de famille qui, elle me l'a décrit avec des mots où ça créait des petits problèmes. Hein. C'était un peu bas en vibration et ça s'amusait à se créer des histoires. Il y a une raison au fait qu'elle se soit incarnée au sein de cette famille. Déjà, la blessure, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est un trésor en fait, est un trésor caché. Donc, tout ce qu'elle a vécu dans son passé l'a amenée à être l'être qu'elle est avec les personnes qu'elle accompagne dans sa vie professionnelle. Mmh. C'est-à-dire expérimenter le, le côté sévère, contrôlant, difficile, lui permet de comprendre l'importance que c'était comme si elle était un peu un objet. Ce qu'on lui a montré dans la Oui, première vie. Considérer les gens, contrôler les gens,
ou essayer de les contrôler, c'est les considérer comme des objets. Et oui. Donc elle a expérimenté ça pour pouvoir dans sa vie, dans sa mission de vie, comme vous disiez, dans sa vie d'aide soignante, donner le contraire en fait. Et oui. C'est-à-dire, je reçois quelque chose qui ne résonne pas avec l'énergie d'amour, je le transforme à l'intérieur pour donner quelque chose qui parle d'énergie d'amour. Ok. Donc en fait, elle a expérimenté tout ce qui lui permet d'être qui elle est dans sa mission de vie, y compris avec ses enfants, dans sa mission de vie professionnelle et dans sa, on va dire, sa mission de vie personnelle, c'est-à-dire avec ses enfants. C'est ça. À l'opposé de ce qu'elle avait vécu, quoi. C'est ça. Et là, dans son couple actuel, elle rejoue quelque chose. Du coup, c'était la question, pourquoi elle, pourquoi? En tout cas, réfléchir à qu'est-ce qui a encore besoin de contrôle, encore besoin de rigidité à l'intérieur d'elle-même. D'accord. C'est ça. Pour ne pas rejouer ce qui s'est passé dans sa propre enfance. C'est ça. Ok. Vis-à-vis de ses enfants. Ok. Comme j'ai dit, elle a beaucoup souffert de l'absence de son père et quand il est décédé, ça a été compliqué pour elle déjà d'accéder à son père. Puis elle n'a pas pu lui dire, surtout qu'elle l'aimait. Elle en garde, j'ai senti une petite lourdeur. Est-ce que son père est bien remonté à la lumière? Il y a un poids, notamment celui du plexus solaire, qui était un peu lié à ça. D'accord. Le poids de la culpabilité, sa propre culpabilité par rapport à son père, mais la culpabilité du père aussi. Ok. D'avoir été trop absent, de ne pas avoir été un père en fait. Oui. Et ça, si elle est d'accord, on peut travailler sur la mémoire. Une mémoire avec quelque chose qui est un peu encapsulé. Oui, elle est d'accord. Il y a quelque chose qui parle de lien, de transmission. C'est comme si aussi le père disait j'étais obligé de partir pour mon travail, je pouvais pas faire autrement, c'était pour assurer la sécurité. Et ça fait écho à la première vie aussi, où il y avait cette idée de on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Le papa est décédé. Oui. Et c'est comme si, à ce moment-là, il a ressenti le besoin d'être avec sa fille, mais tout a défilé tout a défilé pour lui montrer tous les moments où il aurait voulu être avec sa fille et il était dans cette espèce de robotisation, d'automatisme où c'est le travail
Et du coup, il a ressenti à la fois beaucoup d'amour pour sa fille et beaucoup de culpabilité, et il est monté avec cette culpabilité. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il souhaite dire, quelque chose qu'il souhaite dire à sa fille aujourd'hui? Il lui envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de là où il est. Et il y a l'idée de ne te sacrifie pas. Comme si c'était un peu sacrifié. Il a sacrifié aussi sa vie familiale. Mais c'était compliqué, il y avait des choses très compliquées. Et il lui dit ne te sacrifie pas pour personne. Et il lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et il lui dit qu'il ne lui en veut pas, il s'en veut à lui. Parce qu'il lui dit en fait, c'est pas à toi, c'était pas à toi de te faire une place, c'était à moi de te la donner. Et j'ai pas su te la donner auprès de moi. Et il lui demande pardon et il la serre très très fort dans ses bras pour l'enveloppe en fait. Ta place, elle est dans mon cœur, il lui dit. Tu auras toujours ta place dans mon cœur. Tu as toujours ta place. Il me parle aussi beaucoup de sa place. Tu as toujours eu ta place dans mon cœur. Je n'ai pas su le montrer. Merci, et si c'est possible du coup maintenant que ce message est passé, de libérer pleinement et complètement le poids qui les rattache l'un à l'autre. Et alors je voudrais demander à Valérie si elle est d'accord pour... Oui, elle est d'accord. Merci. Merci pour elle, merci pour lui aussi. Alors je voudrais demander à Valérie d'imaginer que son papa est enveloppé d'une magnifique lumière blanche. Très 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 blanche, très étincelante. Qu'il est rempli d'amour, rempli de cette lumière d'amour. Puis cette lumière blanche, elle rayonne magnifiquement et en fait, il est cette lumière blanche. Il est dans cette lumière blanche. Et Valérie, elle sent l'amour de cette lumière, comme si ça illuminait son plexus solaire, en fait, et ça rayonne dans tout son être. Il y a l'idée de j'ai ma place. J'ai toujours ma place. Peut-être sentir que au niveau du plexus solaire, au niveau du corps, il y a des sensations qui sont un peu différentes, parce qu'il y a quelque chose qui a été libéré. Libéré dans l'amour.
quand il y a des mémoires comme ça qui sont libérées, la personne ne rejoue plus une histoire qui n'est pas la sienne. C'est comme si elle se remettait sur son propre chemin, comme si l'histoire devenait la sienne. C'est ça. Merci. Merci infiniment pour elle. Merci. Alors son papa parti, à part quelques échanges de temps à autre avec un de ses frères, elle n'est plus en communication avec ses deux sœurs ni sa maman. Est-ce que c'est OK? C'est OK pour le moment, justement, parce qu'elle a besoin de revenir là, maintenant, à son histoire, de vivre son histoire. Si elle avait été encore en contact avec sa famille, ça l'empêchait de vivre ce moment où elle se... Voilà. Là, maintenant, elle va vivre sa propre histoire. Et oui. Et du coup, les relations seront différentes. Elle sentait qu'elle avait quelque chose à construire d'abord pour elle, en elle, avant éventuellement un jour de reprendre contact. Oui. D'accord. Très bien. D'une manière assez étonnante, mais peut-être pas au vu de son statut d'énergéticienne et de passeuse, d'âme. Je trouve qu'elle a eu énormément de décès autour d'elle, des collègues, des copains de classe, un cousin, un ami de son père qui s'est suicidé. En tout cas, vraiment beaucoup, même à voir son cousin, par exemple, au pied de son lit quand il est décédé. Il y a une raison au fait qu'il y a eu tellement autour d'elle de départs. Alors, quand on lui a montré le scientifique, Oui, il y avait des cobayes humains oui, qui donc ont été sacrifiés. oui, tout à fait. Et pour comment dire, rétablir, on va dire, quelque chose dans l'énergie, Oui. elle est devenue passeuse d'âme, en fait. D'accord. Et elle, comment dire, que ce soit dans son travail ou dans son milieu familial, elle est importante pour les âmes qui passent de l'autre côté. Son énergie est importante pour les âmes qui passent de l'autre côté. D'accord. C'est ce qu'on appelle c'est sa signature vibratoire. Donc, ce rôle de passeuse, si je comprends bien, c'est un peu quelque chose qu'elle rééquilibre karmiquement pour toutes les âmes qui ont été cobayes. D'accord. D'où et dans son métier de réanimation et dans son entourage, il y a eu pas mal de départs. Ah oui, ok, d'accord. Ok, super. Enfin, super. C'est comme ça. Ok. Il y a autre chose qu'elle doit savoir concernant du coup ce rôle-là, ce rééquilibre-là? Juste que ça va, c'est comme s'il y avait, c'était une période en fait. C'est comme si c'était un cycle, et là, on passe à autre chose. D'accord. Ok. Oui, surtout pas ancrer quelque chose, cristalliser quelque chose. Voilà. D'accord. Ok. Alors pour terminer cette séance et sur un tout autre sujet, j'aimerais qu'on parle de ses phobies. Elle en a 3. Les fonds marins, les frelons, mais attention, pas les abeilles ou les guêpes, non, les frelons, et les serpents. Ils viennent d'où? Elles viennent d'où ces différentes phobies? Les hobbies.
Euh, les phobies, elles sont euh, là pour montrer à quel point la peur, l'énergie de peur, peut se transformer en matière. Ok. À quel point cette énergie de peur, elle peut avoir des conséquences sur la réalité matérielle des êtres humains. À quel point focaliser sur une peur peut la matérialiser, à savoir les personnes qui ont la phobie des frelons vont être euh, encore plus en contact avec les frelons que les personnes qui n'en ont aucune peur parce que ça ne fait pas partie de leur réalité. Hmm. D'accord. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, au niveau des phobies spécifiques, il n'y a pas de... En fait, c'est pour Valérie, ça sera c'est l'occasion en fait de, euh, de prendre conscience, parce que c'est ce qu'on a montré dans la première vie, Mhm. à quel point l'énergie de peur peut avoir des conséquences sur la réalité. Et quand elle va changer son énergie de peur et qu'elle va se connecter au cœur et faire tout ce qu'on lui a conseillé pour revenir à l'intérieur d'elle-même, sortir de la dualité, en fait, elle va maîtriser ces peurs-là, même Hmm. ces peurs-là. Et oui, c'est ça. Donc c'est encore un enseignement. C'est toujours un enseignement. Hmm. Bien sûr. C'est toujours un enseignement pour passer de la peur au cœur. Toujours. Hmm. Même les frelons, les choses qui sont apparemment, comment dire, anodines, on va dire, sont comme des maîtres, des enseignants, pour nous faire sortir de la peur, en fait. D'accord. Et c'est l'occasion pour elle de tester, de voir à quel point même ça va changer quand elle va changer son énergie. Hmm. Et oui. Super. Merci. Merci beaucoup. Ma toute dernière question, ce serait cet homme de cette première vie, il est bien remonté à la lumière. Hein. Oui, Oui. oui, oui, même très lumineux, Hmm. puisqu'il apporte, il rayonne la sagesse. C'est lui qui apporte la sagesse à Valérie, en fait, c'est c'est une mémoire, une information de sagesse. C'est une information de sagesse. Ok. De grâce à son expérience. Tout à fait. Ok. Ben, j'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Valérie? Le message, c'est la place. On est toujours à sa place quand on est dans le cœur. Qu'elle se connecte dans les moments de doute, dans les moments où le mental va arriver, où les peurs, etc. vont arriver, qu'elle se reconnecte à ce qu'elle a ressenti quand toutes les personnes qui l'ont aidée lui ont envoyé de l'amour et de la gratitude. Parce que c'est ça qu'elle est vraiment. Et que dans cet espace dans cette énergie qu'elle ressent, dans cet espace, il n'y a pas de place pour le vide, le manque ou le je ne fais pas assez, je ne suis pas assez, etc. Qu'elle sache qu'elle a été et qu'elle est très très importante pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
et que quelle que soit la forme que va prendre sa mission à partir de maintenant, ce qui est important, c'est de toujours être au niveau du cœur, de toujours se placer au niveau du cœur. Et pour ça, il faut régulièrement qu'elle prenne du temps pour elle, pour aller voir tout ce qu'il y a de magnifique à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle soit dans le sacré, dans le don sacré, et pas dans le don sacrificiel, que ce soit dans sa famille ou dans sa vie professionnelle. D'accord. Merci. Merci. Et merci à elle. Merci pour tout ce qu'elle fait. Merci pour sa lumière et pour tout ce qu'elle va continuer à faire. Si elle n'a pas confiance en elle, nous avons confiance en elle. Et tous ceux à qui elle a apporté, et à qui elle apporte encore la porte vraiment énergétiquement. Et on voit beaucoup d'amour. Merci. Merci infiniment. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.